suis alors Paul Cavan, manager du pôle talent au Hub BPI France. Globalement, je suis là pour accompagner les startups participation BPI dans leurs problématiques de recrutement. Et j'ai l'honneur et la chance ce matin d'être avec moi aujourd'hui donc Julie. Julie, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Julie Carrière, responsable RH à Singular. Singular, c'est une galerie d'art en ligne créée il y a 4 ans par Vera et Brice, qui aujourd'hui compte 110 collaborateurs. Super, merci Julie. Et Aude qui est avec nous. Aude qui est une experte référencée qui nous accompagne sur les missions. Aude, je te laisse te présenter. Bonjour, Aude Mercier. Je suis founder d'un cabinet de conseil qui s'appelle The Sunny Way et je suis coach et consultant pour des startups en transformation et en accélération. Et j'ai été également DRH du groupe Free pendant plusieurs années. Et donc j'ai été confrontée à des problématiques de recrutement et de diversité multiples. Voilà. Super, merci Aude. Et globalement, alors voilà, aujourd'hui l'idée c'est de revenir évidemment sur le sujet de l'impact et de ce que ça implique sur le recrutement notamment des équipes. Donc la diversité et l'inclusion, l'impact c'est large, la diversité et l'inclusion évidemment concerne tout le monde, les structures existantes mais évidemment nos nouvelles startups qui sont là aussi pour être le modèle, les bons exemples. Donc aujourd'hui effectivement on va pouvoir discuter de ce qui marche déjà bien en startup. Justement sur ces sujets-là. On va commencer effectivement peut-être par le thème donc, de la parité homme-femme. C'est un sujet évidemment très important. On est encore aujourd'hui vraiment dans une lutte de pouvoir faire progresser, on va dire, ces chiffres et cette parité, notamment sur des positions à responsabilité. Alors déjà, peut-être première question comme ça, globalement, Aude, toi qui as connu l'esprit plutôt plus grand groupe à échelle européenne, d'après toi, d'où est le problème aujourd'hui ? On voit qu'il y a des différences de culture liées au métier et à des différences de génération aussi. Autant la jeune génération est convaincue sur la parité homme-femme, mais ce n'est pas encore tout à fait acquis au niveau des autres générations sur lequel ça demande plus d'action. Et au niveau des jeunes générations, c'est beaucoup plus installé. C'est quand même beaucoup plus... C'est vraiment générationnel. Oui, complètement. Ok. Donc là aussi, j'imagine peut-être Julie, toi, comment tu vis ça justement chez Singular ? Quels sont aujourd'hui vos ratios ? Alors nous, on a 65% de femmes, donc on est un peu une exception qui confirme la règle. La chance que l'on a, c'est que déjà à la tête de l'entreprise, on a un homme et une femme. Donc ça aide déjà dès le départ parce que c'est des questions qu'on se pose au quotidien. Donc, comment faire justement pour avoir une parité ? Et puis, on est dans le monde de l'art. Donc, c'est une question de secteur d'activité qui amène une ouverture d'esprit et qui amène sûrement plus de femmes à postuler que si on était un éditeur de logiciels classique. Bien sûr, les fameux développeurs, tout à fait. Alors, effectivement, les femmes dans la quête, je ne sais pas si vous avez des femmes dans les équipes techniques ? On n'en a que 3. Ouais, 3. On se bat un peu justement parce qu'on sait que les femmes dans la tech, ça représente 20% des effectifs max, quand ça représente 20%. Donc c'est pour ça que nous, on a noué 2 partenariats pour justement se battre là-dessus. Un partenariat avec une école qui est Adatech School et un partenariat avec 15 Tech, donc avec Caroline Ramad, pour justement nous aider à avoir plus de femmes dans la tech et donc dans nos équipes tech. Génial, super. Donc c'est-à-dire en fait effectivement des partenariats qui vont permettre d'aller chercher des talents féminins directement. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des initiatives, des choses, alors je vais te poser la question Aude, qui peuvent être faites en interne aussi pour accompagner ces femmes justement à aller chercher des responsabilités, des postes plus intéressants pour elles ? Oui, il y a de multiples initiatives en fait, qui passent à la fois par la data et par les actions. Je crois qu'il est absolument essentiel quand on se structure, quelle que soit la taille de la boîte, mais quand on se transforme et qu'on accélère, d'avoir une idée de la data, histoire de connaître un peu la répartition pour suivre cette parité. Et après, sur les actions d'accompagnement, ce qui paraît essentiel, c'est le fait d'inclure ça dans les évaluations, dans les feedbacks, dans les progressions, dans les formations, y compris sur les formations qui sont sur les soft skills, qui permettent de gagner en affirmation, en posture, en manière de poser sa voix, en manière de gagner confiance en soi, de manière à ce qu'il y ait finalement une égalité également dans les comportements et dans les positionnements.
Tout à fait, effectivement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Ça rejoint ce que Madame Lagarde disait sur les femmes qu'elle n'a jamais vues aller demander d'augmentation de toute sa carrière comparée aux hommes. Donc, c'est effectivement une question plus là pour le coup de caractère en réalité hein, que de hard skills, comme on dit. Et du coup, effectivement, c'est un changement de mentalité à accompagner, j'imagine, pour ces femmes-là. Donc, du coaching, etc. C'est intéressant. Et effectivement, donc. Pour reprendre Singular, c'est vrai que le côté cofondatrice femme fait que ça a été tout de suite en fait automatique et que quelque part la question s'est pas posée. Est-ce que ça aurait été différent si les deux cofondateurs étaient des hommes, malgré le secteur culturel? Peut-être, parce que je pense que leur partenariat a amené des questions que peut-être Brice ne se serait pas posées au début. J'avoue que moi je suis arrivée, ils avaient déjà mis en place une grille des salaires pour justement éviter une disparité des salaires entre les hommes et les femmes. Donc il y avait, ce qui est rare pour une entreprise où à l'époque ils étaient 25. Après, je pense que lui, il a quand même cette sensibilité-là. Et on recrute des hommes qui finalement sont assez féministes, puisque Martin, qui gère notre équipe tech, c'est lui qui a noué les partenariats avec Ada Tech School et avec 15 Tech. Donc je pense qu'on recrute des hommes qui sont aussi et c'est générationnel, c'est là où je rejoins Aude, très impliqués dans cette parité et qui ont envie de ça et qui cherchent justement l'Empower Woman. Alors nous, on fait des actions RH où lors de la journée des droits de la femme, on a fait en fait toute une semaine avec différents workshops pour sensibiliser les gens en interne, les femmes justement, avec le fait qu'en effet une femme demande moins d'augmentation qu'un homme, va moins se battre qu'un homme, en expliquant aussi ce que sont les biais. Et on a depuis créé une sorte de box pour que les femmes puissent mettre des idées de choses qu'elles aimeraient voir dans le monde de l'entreprise pour les aider à grandir. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir 65% de femmes. Après, il faut que ça se reflète à tout niveau. Aujourd'hui, moi, mon combat, c'est plutôt que ça se reflète au niveau du CODIR où j'ai des femmes au CODIR, mais j'en ai pas assez, comme d'habitude. Et donc, je cherche, et c'est une question qu'on se pose du coup en recrutement, à compétences égales, mais je cherche à avoir plus de femmes dans mon process de recrutement dès le départ. D'accord. Effectivement, alors... Deux éléments très intéressants, c'est que premièrement, effectivement, c'est que ces questions-là se posent dès le départ. Moi, c'est vrai que globalement, au niveau des missions, au niveau des recherches, s'ils le veulent, on entend très souvent, quand on arrive au 6 ou 7e recrutement membre CODIR, bon, bah, cette fois-ci, j'aimerais une femme. C'est-à-dire, cette fois-ci, j'ai été un mauvais élève jusqu'à présent, donc cette fois-ci, je vais me rattraper, et du coup, on va aller chercher une femme. Alors, généralement, c'est sur une fonction finance, ou autre qu'on va internaliser peut-être un peu plus tard, ou RH évidemment, VP People notamment pour les startups. Et là effectivement ça donne un peu l'impression d'aller chercher une parité qui n'est pas véritablement en réalité ancrée, parce que effectivement ces questions se posent une fois que l'équipe a déjà été construite. Donc alors deux éléments de réponse, effectivement, donc y penser dès le démarrage, dès les premiers recrutements, penser à cette parité-là, c'est pas d'attendre au moment donné effectivement de faire les comptes, de se dire qu'on a trop d'hommes. Et effectivement, les initiatives en interne continuent à promouvoir et accompagner justement ces jeunes femmes là-dessus. Très intéressant, en tout cas, merci à vous là-dessus. On va aussi évoquer le sujet qui est assez particulier, générationnel, c'est-à-dire que pour la première fois, aujourd'hui de notre époque, nous avons 4 générations qui peuvent cohabiter sous le même toit en société. C'est assez unique, c'est très particulier, et en même temps, ça pose pas mal de questions. Alors, Aude, je voulais déjà avoir un peu ton retour par rapport à Free, parce que qui a été une grosse structure qui s'est diversifiée sur beaucoup de types de métiers, alors notamment évidemment très masculin, j'imagine, sur la partie ingénierie, télécom. Comment, et en même temps très jeune aussi, dans l'approche et dans les messages vis-à-vis de son public, donc j'imagine aussi de ses employés. Comment ça s'est passé, cette cohabitation générationnelle ? Ça se faisait de manière assez naturelle, dans le sens où il y a une passation de témoins qui se fait d'un point de vue techno, qui est hyper intéressante, avec une intégration des différentes générations sur les métiers qui est assez naturelle. Ce que je trouve peut-être un peu moins naturel dans les startups que j'accompagne aujourd'hui, où finalement on a des fondateurs qui sont peut-être plus jeunes et qui ont parfois moins de naturel à intégrer une génération différente. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a une prise de conscience à toutes les générations du fait que chacun doit avoir sa place. Alors après, sur les différentes actions, ça peut varier en fonction des métiers, mais ça reste quand même quelque chose que je trouve assez présent dans les esprits. D'accord, ok, effectivement. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et globalement, c'est quelque chose alors qui est peut-être plus facile sur des grandes tailles d'équipe, j'imagine, quand les gens sont plutôt éclatés. Mais en start-up, comment ça se passe plutôt quand tout est plus resserré que, on va pas dire les uns sur les autres, mais en tout cas, échelle humaine. C'est vrai qu'il est souvent, quand une start-up se construit, de moi ce que je vois, c'est souvent des jeunes qui vont intégrer l'entreprise. Mais le problème que moi je vois en RH, c'est qu'au bout d'un moment, on manque d'expérience et on manque de feedback externe pour mieux se structurer et pour avoir une meilleure stratégie, une vision macro qui permet en fait à l'entreprise d'aller plus vite dans son développement. Et c'est là où en fait il faut que les founders ou les head-off comprennent qu'ils ont besoin de personnes qui sont différentes d'eux en termes de parcours professionnel et qui sont plus expérimentés qu'eux pour éviter des écueils qui peuvent être amenés à faire par manque d'expérience. Et à partir du moment où ça c'est ancré en eux de « Ok, moi je vais aller dans ce stade-là, mais je sais pas, Brice a une expression de « il faut killer le marketing » ou « il faut killer la data ». Des fois, il cherche quelqu'un qui va killer un sujet. Ben, il cherche quelqu'un qui va avoir cette expérience qui va lui permettre de passer un step. Et ça, c'est pour ça que chez nous, on a des personnes qui ont entre 20, 30 et 40 ans. On n'en a pas encore de 50, mais parce que justement, on a besoin d'expériences plus avancées pour pouvoir grandir et se structurer. Surtout que les jeunes sont demandeurs, en fait, d'avoir des mentors, d'avoir des personnes plus expérimentées. Donc en fait, avoir une entreprise avec toujours la même population où il n'y a qu'une dizaine d'années d'écart, ça ne suffit pas aux gens en interne comme à l'entreprise en elle-même. Et je rejoins Julie justement sur le fait qu'on disait qu'il y a un stade de développement à partir duquel on a une parité homme-femme qui va être peut-être un peu plus poussée. Au même titre, on aura une parité d'âge qui, à un moment donné du développement, au moment de l'accélération, il y a un curseur qui va être passé où justement il y a une prise de conscience du fait qu'on a besoin de se diversifier, de se nourrir d'autres choses et d'aller voir d'autres panels d'expérience en fait. Ça marche, c'est ça, d'accord. Et du coup, alors, ce passage de flambeau dont tu parlais, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu recommandes, que tu conseilles aux startups que tu accompagnes globalement ? Infiniment. Ce que je trouve d'ailleurs très intéressant, c'est que très souvent, quand on a des gens qui sont d'âge différents, qui sont plus âgés et qui ont eu d'autres vies dans d'autres structures, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils vont dans une start-up avec une démarche très volontaire. Donc en fait, ils sont très ouverts à l'état d'esprit, de flexibilité, d'adaptabilité, d'organisation flat. Ils savent dans quoi ils s'embarquent, donc ça pose pas de difficultés culturelles. Et puis surtout, en fait, il y a une demande pour eux d'aller justement se renouveler, se nourrir d'autres choses, d'une génération plus jeune, et de pouvoir rendre service. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois, et souvent au départ, ça passe en mode consultant externe qui est internalisé, parce que c'est moins lourd à porter pour la structure, et puis finalement, ça reste quand même au départ un membre de l'équipe, enfin quelqu'un qui devient membre à part entière de l'équipe au fur et à mesure, peu importe le format en fait. Hyper intéressant. Donc en fait, ce serait une greffe qui se prendrait de façon agile, on va dire, un peu détournée. Et c'est hyper intéressant, effectivement, parce que ça peut être un bon moyen de commencer peut-être pour des startups qui sont un peu réfractaires ou qui se disent que voilà, on n'a pas envie de choc générationnel, culturel trop fort. Ça peut être un bon moyen justement pour eux de mettre un pied déjà dans la structure. Et de ne pas figer son organisation. Ça veut dire de ne pas faire forcément arriver quelqu'un en head-off direct, ce qui est quand même parfois un peu frappant pour les équipes de voir arriver quelqu'un de beaucoup plus âgé et beaucoup plus haut dans l'organisation, et qui du coup permet de... J'ai rencontré une start-up là récemment qui fait ça, et qui justement cherchait son head-off. Lui a 50 ans, il a dit « Moi je ne prends pas le poste de head-off, je me mets au même niveau que tout le monde, et puis on verra avec le temps si vous me le donnez ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je rentre dans l'équipe. » C'est hyper intéressant. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu une crainte justement de ces profils seniors aussi, peut-être sur le fait qu'on va se dire que tout de suite ils vont être propulsés en fait à des postes à responsabilité, head-off, VP, alors que effectivement beaucoup de jeunes en start-up ont l'ambition de se dire voilà, je suis en start-up pour pouvoir progresser vite, rapidement, et peut-être voilà, si la start-up marche bien, si mes équipes marchent bien, arriver à ces postes-là qu'on n'aurait peut-être pas cru prendre quand on était avant, quand on a grandi la génération de nos parents précédents, qu'on ne se pensait pas possible d'atteindre. Donc c'est peut-être un frein effectivement à lever cette histoire de management. C'est ça, et les résistances tiennent probablement au fait que justement ils ont peur de reproduire les schémas des grands groupes avec quelque chose de pyramidal et puis finalement un mode de management assez paternaliste. Et puis finalement on voit que les cultures et les générations finalement arrivent à s'adapter hyper bien à ces nouveaux schémas. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Ça marche hyper agile, très intéressant. Merci à vous.
Donc piste effectivement de solutions, l'agilité d'organisation d'équipe et surtout le format expert freelance est un très bon moyen de mettre un premier pied sans bousculer les choses en interne. Enfin effectivement sujet aussi évidemment très important, c'est tout ce qui va être la diversité aujourd'hui culturelle. Culturelle, c'est-à-dire de tous les horizons. Aujourd'hui on a malheureusement souffert pendant un petit moment dans l'écosystème d'une image de start-upper un peu école de commerce, un petit peu les écoles qui se reproduisaient suivant les fondateurs. C'était vraiment un peu copier-coller avec le sweet hoodie, cliché, etc. Depuis peu, ça s'est quand même beaucoup ouvert. On a eu de super exemples et les premiers bons exemples qu'on a eu étaient globalement des exemples d'équipes internationales, évidemment. Et donc effectivement là-dessus, je crois que Julie, tu as aussi de super exemples à nous expliquer. Raconte-nous comment ça se passe chez Singulier. Nous, le marché de l'art est international. Donc Vera et Brice, à la création de Singular, ils ont fait le choix que la première langue de travail serait l'anglais et que le français ne serait pas une exigence. Donc il est beaucoup plus simple en fait pour nous de recruter des personnes de différentes nationalités qui veulent faire un stage ou leur premier emploi à Paris, puisque souvent ils ne parlent pas français. Et donc du coup on leur dit c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on t'embauche. Et vu que la première langue de travail entre nous c'est l'anglais et qu'on te donnera des cours de français mais plus pour ta vie quotidienne, en fait on a beaucoup plus de candidatures entrantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui je dois avoir entre 24 et 26 nationalités différentes au bureau. Parce que c'est lié à une problématique business, c'est que nous, on voulait des personnes qui soient natives de pays de nos artistes comme de nos clients. Donc tout de suite, on avait besoin de recruter des Allemands, des Italiens, des Espagnols. L'interculturel, moi, c'est la première fois que je le vois et que je le vis de cette manière-là. Et en fait, on ne le ressent pas tant que ça au quotidien. Ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'on arrive au bureau, ok, on entend de l'allemand, on entend de l'anglais, on peut entendre du français. Mais c'est normal, parce que c'est ancré dans la culture de l'entreprise. Après, c'est lié aux fondeurs qui ont voyagé, qui ont vécu à l'étranger, qui ont travaillé à l'étranger. Donc eux, ils ne voulaient pas une entreprise franco-française. Et c'est pareil, pour les diplômes, ce n'est pas un sujet, parce que sur certains métiers, en fait, on s'en fiche. Ce qui m'intéresse, ça va être les compétences de la personne. Et dans notre process de recrutement, on teste les compétences des gens via un use case. Donc en fait, qu'on ait un bac ou un bac plus 5, c'est uniquement les 2 entretiens qui vont être passés et le use case qui va déterminer notre choix à embaucher cette personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toute typologie de profils internationaux et que ça marche, en fait. Excellent, oui, je comprends tout à fait. Et du coup, comment tu as vécu aussi cette internationalisation, toi qui as connu aussi des ouvertures de pays, notamment chez Free, comment ça s'est passé ? Ce que je remarque et qui est hyper enrichissant, c'est le fait à un moment donné d'aller ouvrir un nouveau pays et du coup d'aller s'appuyer sur la culture locale. Donc ça veut dire d'aller recruter des gens du pays dans lequel tu vas ouvrir et non pas d'aller détacher des gens qui dirigent depuis Paris. Et c'est ce que moi j'ai eu la chance de vivre avec l'ouverture de l'Italie quand j'étais chez Free, effectivement. On est parti là-bas et on a recruté 100% d'Italiens. C'était notre consigne globale et c'était hyper intéressant parce que du coup on s'est mis à la langue. On a recruté des profils et en étant à l'écoute du marché, de la culture et des codes. Et en sachant que c'était eux qui savaient comment ça fonctionnerait. Et c'est ce que je vois dans les startups que j'accompagne aujourd'hui. Au moment où ils ouvrent un nouveau pays, une des premières choses qu'ils font et qui est le smart move évident, c'est qu'en fait ils s'adjoignent tout de suite de key people qui sont de la nationalité du pays qu'ils sont en train d'ouvrir et qui sont ceux qui savent comment leur marché fonctionne. C'est essentiel. D'accord. Ok, effectivement, allez tout de suite trouver les gros profils, effectivement, les C-level qui vont connaître de l'autre côté. Alors c'est hyper intéressant parce qu'effectivement là on est sur des ouvertures de pays nationales. Toi Julie, c'est vraiment aussi l'exemple sur lequel on pourrait largement tendre, en tout cas d'être capable de capter cette jeunesse européenne mais en présentiel. Je voulais revenir un peu sur cette question. Est-ce que tu vois un petit peu justement ces étrangers qui arrivent chez Singular ? Est-ce qu'ils étaient déjà à Paris avant ça ? Est-ce qu'ils viennent de leur pays ? Pas forcément. On a beaucoup de... C'est souvent grâce à un stage de fin d'études et c'est leur test parce qu'on teste, ils testent Paris, ils testent le coût de la vie, etc. On les accompagne quand ils passent un CDI, puis même avant leur arrivée en France, on a un dossier de quelques tips pour arriver pour l'adaptation en France et puis ils s'entraident beaucoup les uns les autres.
Et en fait, si le stage est un succès pour eux comme pour nous, on aime les embaucher par la suite. Et c'est pour ça que j'ai une population assez jeune dans Singular, puisque j'ai une moyenne d'âge de 28 ans. Mais c'est parce que c'est mon moyen, en effet, aujourd'hui, d'attirer ces Européens qui, en effet, viennent sur un coup de tête. Alors, j'ai 2 typologies. J'en ai qui viennent parce qu'ils ont un conjoint en France ou quelqu'un qui, en effet, a trouvé un travail. Mais des fois, ils viennent seuls, souvent. Et donc ça, c'est vraiment le stage leur permet de tester cela. Est-ce que ça fait aussi pas un peu effet boule de neige, justement, de voir pour ces jeunes étrangers que vous êtes une structure déjà multiculturelle ? Si, ça fait un effet boule de neige parce qu'ils se sentent compris par leurs collègues. Ils passent beaucoup de temps les uns les autres parce que c'est des gens qui, en effet, sont déracinés concrètement et qui recréent un lien entre eux qui est très fort parce que leurs premiers amis, souvent, c'est leurs collègues. Des fois, ils ont construit avec les années un autre schéma social et ils ont d'autres amis, mais souvent, au départ, c'est leurs collègues. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix aussi dans l'équipe RH d'avoir, pour l'instant, j'ai une CDI, une Talent Acquisition italienne, et là, j'ai une stagiaire qui va me rejoindre qui est américaine, parce qu'elles ont une meilleure compréhension de ce que c'est, justement, ce côté de vivre à l'étranger, dans une entreprise française, avec des règles du droit français, où on les accompagne beaucoup à comprendre cela, parce que c'est souvent une incompréhension totale aussi de l'administratif français, etc. Donc on reste une destination quand même intéressante, en tout cas pour ces jeunes. Oui, ouais. Hors période Covid. Hors période Covid, évidemment. Si tu me permets de rebondir là-dessus, je pense que c'est essentiel pour justement cette accélération des boîtes d'aller chercher justement des key people étrangers. Et à la fois, le point de vigilance, c'est l'intégration culturelle. Parce qu'on n'a pas les mêmes grilles de lecture, pas les mêmes visions du monde. Et très souvent, c'est des gens qu'on va chercher, qui nous demandent beaucoup d'efforts à les trouver. Et ça, c'est terrible en fait quand ils s'en vont parce qu'ils ne trouvent pas leur place ou parce que finalement ils sont en remote, en full remote depuis les États-Unis et qu'ils ne se sentent pas intégrés, ils ont l'impression d'être prestats. Et que du coup, il y a quelque chose qui se joue sur l'intégration culturelle. Et Julie, tu le sais encore mieux que moi, nous, c'est de l'accompagnement qu'on fait en cohésion d'équipe, en collectif et en actualisation régulière des visions, des cultures, des valeurs sur... Est-ce qu'on est sûr que ça parle à tout le monde? Est-ce que c'est bien actuel? Et est-ce que chacun s'y retrouve? Parce que c'est le meilleur moyen de les garder, en fait. Oui. C'est ça l'enjeu. Ouais, je comprends effectivement, parce que le sujet d'aller avoir nos talents à l'étranger, de les garder, enfin de les intégrer à notre culture, ça c'est quelque chose sur lequel on sait que les Américains sont globalement très forts, très à l'aise. Nous on est encore un petit peu effectivement adolescents, on va dire, dans notre phase de maturité de la compréhension de la culture d'entreprise et de sa maîtrise et d'être à l'aise. Ce qui évidemment en présentiel aujourd'hui est au contraire, je pense, quelque chose de beaucoup plus naturel chez vous, entre guillemets, comme tu disais, c'est normal. Ouais. Oui, nous, c'est beaucoup d'empathie aussi, de comprendre que des fois 2 personnes ne se comprennent pas parce que juste 2 grilles de lecture, comme tu le disais, différentes, donc ça demande beaucoup d'empathie. Ça demande aussi beaucoup d'investissement d'un point de vue événement, que ce soit, on l'a fait en distanciel ou en présentiel, à partager justement les cultures des uns et des autres, et à montrer que c'est une richesse pour nous. Et c'est un travail au quotidien, en fait, de glorifier ça et de leur dire, nous, on en est hyper fiers. Excellent, excellent, c'est génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir apporté vos retours, vos inputs, votre vision. Et merci à vous. Pour poursuivre cet échange, nous enchaînerons du coup sur un deuxième table ronde sur le recrutement à l'international à 12h30. En compagnie de Monsieur Tripitelli, chasseur de tête, exec, qui revient des États-Unis et qui va pouvoir nous expliquer le prolongement un petit peu de tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon salon.